Banque des territoires, la radio au Congrès USH. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Banque des territoires, la radio. Nous sommes très heureux de vous retrouver en direct du congrès HLM de l'Union sociale de l'habitat. Un 82e rendez-vous qui se déroule cette année à l'Eurexpo de Lyon. Banque des territoires, la radio, ce sont 3 émissions prévues tout au long de l'événement, avec une première aujourd'hui consacrée au groupe 7. Nous serons avec son directeur général Romain Lucazot. Demain, rendez-vous pour une émission spéciale Banque des territoires avec monsieur Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts, et Olivier Sichel, directeur général de la Banque des territoires, aux côtés de Costa Castrinidis, le directeur des prêts. Et jeudi, l'heure sera consacrée à CDC Habitat et nous aurons la chance d'accueillir dans notre studio Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat. Notre studio, je le rappelle, se trouve sur le stand de la Banque des territoires, numéro D50 entre la Caisse d'épargne et la Poste. N'hésitez pas à nous rejoindre, il y a des fauteuils devant si vous voulez vous asseoir pour nous écouter. Vous êtes les bienvenus et on est également écouté à distance sur la chaîne YouTube de la Banque des territoires. Banque des territoires, la radio, ce sont donc des invités en studio, des reportages en région, mais aussi des directs dans les allées du congrès avec notre confrère Alexandre Vibard, qui ira à la rencontre d'acteurs majeurs du logement social. Alors Alexandre, dites-nous en plus sur cette nouvelle édition du congrès. Les acteurs du logement sont-ils en mouvement ? Alors, vous l'avez dit, bonjour Marie-Hélène, bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez dit, 82e congrès, c'est dire si cette thématique du logement social est importante et suivie en France depuis plusieurs décennies. 20 000 personnes attendues sur ces 3 jours. C'est un gros congrès, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez l'entendre, il y a déjà beaucoup de monde. 400 exposants, parmi lesquels de nombreux acteurs, ça touche beaucoup de monde, le logement social, des banques, des acteurs du bâtiment, de l'énergie, des architectes, sécurité, traitement des eaux, Internet, évidemment la Banque des territoires et ses différentes filiales. Et il y a aussi beaucoup de structures de conseil qu'on peut voir autour de nous, structures de conseil comme Atico, avec qui je serai dans un petit peu moins d'une demi-heure. Je vous retrouverai donc tout à l'heure. Merci Alexandre. On vous retrouve effectivement tout à l'heure pour parler accompagnement des bailleurs par une des filiales du groupe 7. Il s'agit d'Atico, vous l'avez dit. Alors, réussir le logement, grande cause nationale du quinquennat, c'est le thème du congrès cette année. Nous allons voir avec Romain Lucazot et d'autres intervenants comment le groupe 7 se positionne dans cette démarche. Vous écoutez Banque des territoires, la radio, et nous sommes en direct du congrès USH à Lyon. Sur Banque des territoires, la radio, nous allons nous intéresser pendant 1 heure au groupe 7 avec vous, Romain Lucazot. Bonjour Romain Lucazot. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général du groupe 7 et vous allez nous présenter toutes les filiales et leur expertise. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur votre état d'esprit. Avec quel objectif le groupe 7 participe-t-il cette année au groupe USH ? On va juste rapprocher un peu le micro de votre bouche pour qu'on vous entende bien. Notre participation, elle vise à illustrer la longue liste de compétences d'expertise qu'on met au service des acteurs de l'habitat au sens large et des bailleurs sociaux en particulier, à travers les différentes entités qui composent notre groupe de conseil. Alors justement, en quoi l'expertise du groupe 7 est-elle un levier pour l'investissement public ? Alors la 7, historiquement, accompagne des projets territoriaux. Notre objectif, effectivement, c'est de mobiliser un nombre important de compétences, que ce soit des compétences en conseil, en ingénierie amont, des compétences juridiques, des compétences financières, des compétences métiers dans le domaine du logement social, des compétences en conduite du changement, en organisation, en accompagnement de projets. Et donc le but, c'est bien d'accélérer les projets territoriaux, de faire gagner aux acteurs du temps de cycle et de les accompagner également dans des nouveaux sujets comme la mobilisation du foncier, l'aménagement, des nouveaux modalités de montage et l'accompagnement et la création d'opérateurs, des enjeux de gouvernance, etc. Il y a 3 éléments qui sont importants. Le groupe 7 est présent à travers tout le territoire français. On a 12 agences, on a plus de 10 directeurs territoriaux qui sont en proximité avec les acteurs des territoires. On a une capacité de capitalisation liée à un nombre très élevé de projets très diversifiés dans les territoires métropolitains et en Outre-mer. Notre but, c'est d'accompagner aussi les acteurs par notre capacité d'innovation sur les enjeux de méthode, de solutions opérationnelles, de montage, de diversification. Alors, de l'innovation, de l'accompagnement, le groupe 7 fait partie de la grande famille de la Caisse des dépôts, mais le groupe 7, c'est également une famille dans la famille, finalement. Vous allez nous présenter justement ce groupe, ses filiales et ses différentes expertises. Alors, le groupe 7, c'est
l'A7, donc acteur historique de l'accompagnement des acteurs territoriaux, créé en 1955. Pour la petite histoire, créé en 1955 pour répondre à une crise du logement qui était encore plus aiguë que la crise du logement actuelle, puisqu'il y avait encore en France à l'époque des bidonvilles et on attendait 1,5 million de rapatriés d'Algérie. Donc c'est dire à quel point on est un acteur écosystémique sur les enjeux d'habitat depuis très longtemps et un acteur avec une forte dimension opérationnelle. C'est également Citadia et sa filiale Mercat spécialisée dans l'accompagnement des stratégies des collectivités locales sur les enjeux d'habitat. Et c'est Atico qui est un pure player du conseil opérationnel et métier aux bailleurs sociaux. Alors effectivement, Mercat, Atico, on va s'y intéresser un peu plus tard dans l'émission. Alors si vous souhaitez, vous qui nous écoutez, plus d'informations sur le groupe 7, il y a une borne interactive sur le stand de la Banque des Territoires justement pour avoir toutes les infos sur toutes les filiales du groupe 7. Merci Romain Lucaso. Alors vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Nous allons voir plus concrètement comment le groupe 7 et ses filiales accompagnent de leur expertise les bailleurs sociaux, notamment en termes d'aménagement. La synergie entre bailleurs sociaux et aménagement, c'est donc le thème de cette nouvelle séquence, avec toujours Romain Lucaso, directeur du groupe 7, et nous a rejoint Arnaud Leland. Bonjour Arnaud Leland. On va vous ouvrir le micro pour la suite, ce sera plus simple. Vous êtes directeur aménagement et T2E, directeur territorial Hauts-de-France. Alors, penser l'aménagement du territoire, c'est être confronté aux nombreuses transitions, ça on le sait, écologique, énergétique, numérique et sociale. Romain Lucaso, à l'heure de ces grandes transitions, quelle est la stratégie du groupe 7 pour accompagner les bailleurs sociaux ? Il nous semble essentiel que les acteurs du logement social, que les bailleurs sociaux se positionnent bien comme des acteurs de la sobriété foncière, sur le foncier sur lequel ils sont propriétaires, et demain en tant qu'acteurs pour porter des nouveaux fonciers. Donc ça, c'est effectivement un enjeu important et c'est un enjeu qui est en synergie avec nos compétences historiques dans l'aménagement. Voilà. Il y a un deuxième sujet qui nous semble essentiel, c'est celui de l'intégration de l'évolution des besoins nationaux. Il y a des enjeux autour du vieillissement de la population, il y a les recompositions familiales, il y a des nouveaux modes de vie comme le télétravail, des nouvelles mobilités qui changent aussi la donne et qui changent le dimensionnement du parc et la nature du parc. Donc ça, effectivement, ça a un impact sur ce qui est notre cœur de métier historique, qui est l'accompagnement des acteurs de la ville en termes de fabrication urbaine. Et enfin, il y a un enjeu autour de l'amplification du renouvellement de la ville. Voilà. Et donc ça, derrière, il y a des sujets de montage, il y a des sujets de nouveaux modèles économiques. Alors c'est vrai, Romain Lucaso l'évoque, Arnaud Leland, ces changements de mode de vie. C'est quoi les besoins à l'heure actuelle et les problématiques en termes d'aménagement ? Romain l'a souligné, effectivement, on est dans une temporalité et un changement de paradigme en matière d'aménagement. La perspective de la mise en œuvre d'objectifs de zéro artificialisation nette met un éclairage particulier sur la ressource foncière et finalement la rareté future et prochaine de cette ressource. Alors justement, comment faire avec cette ZAN, cette zéro artificialisation, j'arrive même pas à le dire, non, je vais pas y arriver, c'est pas grave. C'est compliqué pour nous aussi. Merci, c'est gentil. La ZAN, on va rester sur ZAN, c'est plus simple. Du coup, c'est quoi l'alternative justement pour pallier à ça ? L'alternative, c'est de proposer un nouveau modèle de production urbaine. Évidemment qu'à l'heure où le foncier va devenir rare, la question de la densification et comment on met en œuvre la densification est une question posée et qui s'adresse aux collectivités, mais qui s'adresse aussi aux bailleurs sociaux. La question de la renaturation, de l'introduction de la nature en ville, des îlots de fraîcheur, finalement de la création d'aménités urbaines dans ce changement de paradigme est posée. C'est quoi ? C'est miser sur les friches, par exemple ? C'est miser sur les friches, c'est miser sur les espaces vacants, les espaces interstitiels, c'est miser sur effectivement une densification, il y a la densification bâtie, la densification perçue et la densification réelle. C'est effectivement probablement miser sur la hauteur, sur d'autres formes urbaines. Ça veut dire quoi ? Raser une maison, faire un immeuble ? Ça veut dire apporter des solutions spécifiques à chaque situation de projet qui est différente, probablement apporter des réponses très, très spécifiées au territoire et peut-être être moins dans le développement de formules toutes faites et d'un modèle type qu'on pourrait retrouver un peu sur tout le territoire comme ça a pu l'être
Fut quelques un années. temps, et au Fut un final, temps. c'était mal adapté au territoire, puisqu'on parle beaucoup de territoire ici sur Banque des Territoires, la radio, évidemment. Donc, du sur-mesure, finalement, s'adapter au terrain. Oui, je crois que c'est une bonne formule, le sur-mesure, et c'est ce qu'on essaye, en tout cas, de construire, de proposer une offre dans un spectre très élargi qui nous permet effectivement d'accompagner au mieux collectivités, aménageurs et bailleurs sociaux pour proposer une offre sur mesure. Alors du coup, côté bailleur, les enjeux à avoir en tête aujourd'hui, c'est ça? C'est se dire comment la ville, je la construis, comment ma ville, je la construis? C'est à la fois comment, mais c'est aussi la question quantitative, parce que dans ce changement de paradigme, il ne faut pas oublier que derrière, il y a un enjeu aussi d'être au rendez-vous des volumes à produire. Et ça, du coup, ça va devenir de plus en plus compliqué. Enfin, en tout cas, c'est une vraie gageure d'être au rendez-vous justement de cette quantité de production à proposer et à mettre sur le marché. Il y a des besoins de logement très importants. Ça, on le sait, effectivement, besoin de logements importants. Alors, moi, je vous propose de partir en Nouvelle-Aquitaine. On va se promener à la rencontre d'Adrien Gros, directeur de l'aménagement urbain à Aquitanis, bailleur social, mais également maître d'ouvrage urbain, et ce depuis les années 90. Aquitanis, c'est l'OPH de Bordeaux Métropole, détient 20 000 logements sur le territoire existant depuis 100 ans maintenant. On a fêté nos 100 ans récemment, et avec une particularité d'être aménageur urbain aussi, donc depuis 20 ans, sur des concessions d'aménagement en ZAC. Dans les années 1990, Aquitanis a fait le choix de développer ce métier-là en réponse à un besoin du territoire, puisque la métropole n'était pas dotée d'outils d'aménagement en tant que telle. La métropole a fait appel à la fois à une SEM qui existait, mais aussi à ses bailleurs, et notamment à son office public. Et donc, au gré des opérations, on a pu, différents opérateurs, être fléchés au début, avant que ce soit mis en concurrence, fléchés, et puis ensuite attribués après consultation entre les différents opérateurs locaux. Alors, il y a une synergie entre les métiers de l'aménagement et de la production. Historiquement, d'ailleurs, c'était la même direction. C'est dans la direction patrimoine au sens large qu'on faisait à la fois de l'aménagement urbain et de la construction. Petit à petit, avec la professionnalisation du métier d'aménageur et le recrutement d'équipes dédiées, ces deux métiers ont vécu leur propre destinée avec des directions dédiées, des moyens dédiés, mais toujours travaillant dans un échange permanent avec la relation toujours forte entre un aménageur et un constructeur, mais d'autant plus forte qu'elle est sous la même direction générale et avec les mêmes enjeux d'équilibre, de faire et de loger le plus grand nombre et les plus modestes. Alors on remercie Adrien Gros, directeur de l'aménagement urbain à Aquitanis, bailleur social, mais également maître d'ouvrage urbain en Nouvelle-Aquitaine. Arnaud Leland, quelle place, du coup, quand on entend le témoignage d'Adrien Gros, quelle place doit avoir un bailleur aujourd'hui dans la fabrique urbaine ? Alors là aussi, tout dépend des situations. Il y a des bailleurs comme Aquitanis, qui en est une belle illustration, qui ont développé depuis longtemps cette compétence à la fois de constructeur, de bailleur social, mais aussi d'aménageur. Et probablement sur d'autres territoires, il y a un enjeu de rapprochement entre bailleurs sociaux et aménageurs historiques, de manière à renforcer la capacité justement à être au rendez-vous des différents enjeux qui attendent les territoires. Rapprochement, proximité, meilleure coordination, de manière à accélérer le processus de production et de développement urbain. Rapprochement, peut-être diversification aussi ? Diversification, oui. Encore une fois, tout dépend des territoires. Il y a effectivement sur certains territoires où les aménageurs historiques ne sont pas présents, la possibilité, et une volonté forte aussi, et des opportunités, la possibilité pour un certain nombre de bailleurs de développer cette compétence aménagement, de l'intégrer pleinement, toujours au service de ce recyclage, puisque le métier de l'aménageur aussi il est en pleine évolution. Le métier d'aménageur, il évolue plutôt vers un métier du recyclage urbain, plutôt en opposition avec ce qu'a été le métier d'aménageur d'extension urbaine pendant une partie de l'histoire d'après-guerre. Donc dans ces nouveaux métiers, les bailleurs ont évidemment toute leur place à prendre et à occuper, que ce soit, j'allais dire, en complémentarité et en bonne intelligence avec les acteurs existants, ou carrément quand la compétence n'est pas existante, en prenant cette compétence et en l'exerçant pleinement. Merci Arnaud Leland. Vous écoutez Banque des Territoires, la radio. Nous allons parler diversification du métier de bailleur. Nous
sommes toujours en direct de l'Eurexpo à Lyon avec Romain Lucaso avec nous en studio, mais également Emmanuelle Durand qui nous a rejoint. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Vous êtes directrice d'études responsable filiale Mercat, le groupe Citadia. Et avec nous également Jean-Denis Mège. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Opale 02. Alors on va parler diversification du métier de bailleur. Romain Lucaso, qu'est-ce qu'on entend par là ? La loi Elan pose une définition très large du rôle du bailleur en matière d'habitat social et elle prévoit du coup un élargissement de leur rôle dans tout ce qui tourne autour de la fabrique de la ville. Et elle nous amène à considérer que, comme le disait Arnaud Leland tout à l'heure, que progressivement la question va être celle d'une adaptation aux spécificités et aux besoins du territoire qui va faire des bailleurs des couteaux suisses au service effectivement des spécificités d'un territoire donné. Et donc là, derrière, il y a quoi ? Il y a des activités de foncière, il y a des activités d'ingénierie urbaine, il y a potentiellement pour certains l'accentuation de la dynamique de vente HLM, il y a la production en accession sociale, et tout ça, effectivement, c'est impliqué par une évolution du cadre réglementaire, mais c'est aussi impliqué par un besoin de diversification des sources de financement dans un contexte qui est économiquement plus contraint. Et donc là, derrière, effectivement, on va jusqu'à des enjeux effectivement de programmation, de gestion, d'animation d'un patrimoine autre effectivement que du logement. Il y a la dimension commerce et de collectivité, il y a des parkings qui peut amener les bailleurs sociaux à devenir des opérateurs globaux de quartier. Alors justement, on va voir comment le groupe 7 accompagne les bailleurs sociaux dans cette diversification du métier. Emmanuelle Durand, avant justement de parler concrètement de cet accompagnement avec notamment l'Opale 02, un mot sur l'expertise de Mercat. En quoi consiste-t-elle concrètement ? Mercat est une société de conseil en habitat qui est totalement intégrée au groupe 7. On intervient auprès des acteurs du logement, que ce soit des bailleurs sociaux ou des collectivités locales, dans leur appréhension des besoins au logement à différentes échelles territoriales et également dans la définition de leur stratégie d'action. Auprès des bailleurs sociaux plus spécifiquement, nos interventions principales elles vont porter sur la connaissance des dynamiques démographiques, immobilières ou encore économiques dans le cadre de leurs nouvelles implantations territoriales. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point va porter plutôt sur la définition de l'opportunité de leur positionnement sur des nouveaux produits tels que l'accession sociale, par exemple, notamment via le bail réel solidaire ou encore le logement locatif intermédiaire. Alors Jean-Denis Mège, un mot de l'Opale 02 qui est l'office public du département de l'Aisne. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Donc l'OPH départemental de l'Aisne, c'est un office HLM juste rapprocher un peu le micro. Qui est rattaché au département. On a 13 500 logements, on est bien répartis sur le département. Et voilà, on est sur un département qui est pauvre, avec vraiment des sacrées difficultés. Et on a également peu d'opérateurs. On a peu d'opérateurs immobiliers et de ce fait, l'Opale est vraiment devenu l'outil d'aménagement du territoire. Et donc on est sous tutelle du département, sous gouvernance du département, puis du conseil d'administration qui représente le département. Et on nous mobilise pour réaliser tout type d'intervention. L'idée de couteau suisse est assez intéressante. C'est ce que j'allais vous demander. Absolument, justement. Êtes-vous ouais. un couteau suisse ? On est un couteau suisse, ouais, on fait énormément de choses. Ça prendrait beaucoup de temps pour tout détailler. Peut-être pas détailler, mais donner 2-3 exemples. Bah écoutez, on fait du logement social, on aménage énormément d'opérations pour les seniors, on fait aussi de l'aménagement tout simplement, on prend des terrains, on fait pas mal d'études, on fait de la conduite d'opérations aussi pour les collectivités. Par exemple, dans Petite Ville de demain, on a 25 bourgs qui sont en Petite Ville de demain et on intervient en investissement sur 23 des 25 sur les ORT. Et même sur certains bourgs, on pilote pratiquement l'ORT en faisant la transformation, la mutation du bourg. Voilà. Donc on est saisi tous azimuts. Et on travaille aussi, bien évidemment, sur l'accession à la propriété, mais je pense qu'on va en parler juste après. Alors, du coup, la diversification chez vous, elle est là depuis longtemps, finalement. Oui, elle est là depuis longtemps. Après, il faudrait distinguer quand même la diversification où on rend un service au territoire qui n'est pas forcément rémunératrice, et on a aussi une diversification d'activité qui, elle, génère des ressources complémentaires. Mais sur nos territoires, la diversification, elle est vraiment plus au service du territoire qu'en fournir des ressources supplémentaires à l'office, puisqu'on travaille plutôt à l'équilibre d'opération. Oui, vous répondez à des besoins finalement du territoire. On répond à des besoins, on est l'outil du département, on est son bras droit en matière d'aménagement du territoire. Alors du coup, de quelle manière Mercat vous a accompagné ?
Alors, le département et puis les élus locaux et le conseil d'administration nous ont demandé de travailler à l'accession à la propriété pour essayer de développer dans les centres-bourgs, mais aussi dans les villes, les quelques villes qui sont Lens, Soissons, Château-Thierry, Saint-Quentin. On nous a demandé de développer des formes d'accession à la propriété qui permettent d'être alternatives à ceux qui vont habiter dans le périurbain, dans les bourgs. Et on nous a demandé de trouver des réponses à ça. On avait un dispositif qui s'appelle Ma Maison dans l'Aisne, où en fait on vend des parcelles avec un accompagnement d'accession à la propriété qui marche très bien. Et on nous a demandé de lancer une réflexion sur le BRS. Qui dit accession dit besoin d'avoir une vraie analyse de marché, mais une analyse de marché qui ne soit pas juste une analyse faite par une agence, mais une analyse faite par quelqu'un qui a une connaissance des dynamiques de territoire. Et bien évidemment, Mercat, qui est dans l'environnement de Sète et de la Banque des Territoires, avait les compétences pour faire ça. Et c'est comme ça qu'il nous accompagne. Alors du coup, Emmanuel, très concrètement, comment ça se passe cette enquête ? Alors très concrètement, cette étude, elle a eu pour vocation de pouvoir explorer des territoires de prospection, de pouvoir estimer leur potentiel en matière d'accession à la propriété et de positionner ce produit au sein d'un marché local. C'est-à-dire qu'on va avoir un marché libre et ancien assez dévalorisé et finalement le marché neuf en accession sociale a un petit peu de mal à se positionner. Donc il s'agissait de pointer les territoires vraiment pertinents pour se positionner. Alors on l'a vu, Mercat a un rôle de conseil, d'accompagnement global sur des projets liés au logement, avec parfois l'expertise d'une autre filiale de la SET, c'est Atico, un cabinet de conseil basé à Lyon qui a des compétences bien spécifiques, comme on va le voir tout de suite avec vous, Alexandre Vibard, en direct depuis le stand d'Atico. Oui, Marie-Hélène, effectivement. Excusez-moi, je t'ai pris dans la conversation justement avec mes interlocuteurs. Excusez-moi de vous couper la parole. Donc en direct depuis les allées du salon, pas très loin du stand de la Banque des Territoires, puisque Atico, donc vous l'avez précisé, est une filiale de la SET. Et en tout cas physiquement sur ce congrès, la Banque des Territoires sait s'entourer de ses partenaires. Atico donc intervient sur la question du logement social en collaboration avec diverses entités de la SET, des structures sœurs en fait, en quelque sorte, mais avec quand même une forte autonomie dans son action. C'est vachement important pour Atico, c'est très important, pardon. Olivier Carillo, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant senior chez Atico. Quel est le travail d'Atico ? Quelles sont vos missions ? Alors, Atico Conseil, on est un cabinet conseil qui est spécialisé sur la question du logement social. Et on intervient donc auprès de vraiment tous les acteurs du logement social, donc aussi bien auprès des bailleurs sociaux que des collectivités territoriales, des fédérations ou des organismes associatifs. Lors de nos interventions, ce qui est important pour nous, c'est de mettre en place des outils qui sont sur mesure et des méthodes participatives aussi. Voilà, c'est ce qui nous caractérise dans nos interventions. Et on travaille vraiment auprès de tout le monde et sur l'ensemble du territoire, que ce soit en métropole ou en outre-mer. On est également gestionnaire, en plus de nos missions, on est également gestionnaire de deux dispositifs qui sont assez structurants dans le champ du logement social. Le premier, c'est le système national d'enregistrement. Donc on est gestionnaire pour la moitié des départements de France. C'est là où sont enregistrés l'ensemble des demandes des demandeurs pour avoir un logement social. C'est assez impressionnant en termes de volume. Voilà, ça fait effectivement une grosse activité. Et puis on est également gestionnaire de la bourse d'échange de logements en Île-de-France, qui s'appelle Échanger Habiter. Donc là, le principe, c'est que des locataires du parc social qui sont déjà locataires peuvent échanger entre eux leur logement social, puisqu'il y a un gros enjeu actuellement sur mieux répondre aux demandes de mutation et mieux fluidifier le parcours résidentiel pour les locataires en place. Alors comment vous collaborez avec Mercat ? Alors effectivement, on fait partie du même groupe, la SET, depuis maintenant plusieurs années. C'est une appartenance qui pour nous fait sens, puisqu'avec la SET et ses entités, on partage des mêmes valeurs de services d'intérêt général et de services au territoire, tout en gardant quand même une certaine autonomie et une identité, comme vous l'avez précisé en introduction, où on a un peu ce côté aventurier et disruptif qui nous caractérise. Mais du coup, faire partie du groupe 7, ça avait du sens pour nous, dans le sens où ça nous a permis d'élargir le champ de nos compétences et de nos expertises
sur certaines missions, d'enrichir notre écosystème de partenaires. Et donc plus spécifiquement avec Mercat Citadia, on intervient ensemble auprès des collectivités territoriales pour les aider à définir leur stratégie en termes d'habitat. Alors justement, parlez-nous concrètement de votre travail au quotidien avec ces structures en collaboration avec Mercat. Vous faites quoi ? Alors Mercat Citadia, ils interviennent donc plutôt sur le volet habitat dans son environnement, donc habitat social, habitat privé, les questions de mobilité, les questions d'offres, etc. Et nous, on est davantage donc avec une entrée logement social et en particulier sur la question de gestion de la demande et des attributions. Donc en ce moment, on intervient ensemble auprès de la communauté de communes du Val d'Amboise. Donc pour resituer un peu, c'est une communauté de communes avec 14 communes, à peu près 30 000 habitants. Et sur le logement social, c'est 2200 logements sociaux. Alors a priori, c'est pas énorme, mais il y a de gros enjeux sur ce territoire, déjà d'un meilleur équilibre territorial en termes d'offres, puisqu'on est sur un parc qui est ancien. Le parc social est plutôt concentré sur la ville-centre amboise. Donc ils ont un enjeu pour eux de rééquilibrer l'offre sur le territoire, sachant qu'ils ont une grosse contrainte foncière, à la fois d'une part des terres agricoles qui sont non constructibles et d'autre part avec la proximité de la Loire des terres inondables, donc non constructibles aussi, donc ça les contraint dans leur développement de l'offre et pourtant il faut essayer de diversifier l'offre de logement social qui est disponible et qui est actuellement un peu trop centrée sur la ville-centre d'Amboise. Donc Mercat Citadia accompagne la collectivité territoriale dans leur programme local de l'habitat. Et nous, spécifiquement, sur le logement social, on les aide à mettre en place leur conférence intercommunale du logement, qui est l'instance partenariale qui est vraiment dédiée à la question du logement social à l'échelle d'un EPCI. Et donc, ensemble, avec Mercat Citadia, on a réalisé le diagnostic qu'on a construit. On a fait un séminaire de sensibilisation en commun auprès des élus sur les questions de l'habitat. Et on réalise les comités de pilotage ensemble. Donc là, la mission va bientôt se terminer. Et donc, nous, on les a accompagnés pour mettre en place un système de cotation de la demande et de décliner localement leur stratégie d'attribution. Très bien, merci à vous Olivier Carillo. Vous voyez Marie-Hélène, 2 structures de conseil au sein de la SET qui travaillent avec les bailleurs sociaux. En fait, c'est pas de trop parce que les problématiques sont très très vastes et surtout qu'il y a beaucoup de réflexions en amont et qu'on en a besoin et qu'on va en avoir besoin de plus en plus. Merci Alexandre. Alors Emmanuel Durand, beaucoup de réflexions en amont. La stratégie, conseil en stratégie en termes d'habitat, justement, ce travail conjoint avec Atico, comment vous le menez auprès des bailleurs? Quel message justement vous communiquez aux bailleurs? En matière d'appui, notamment dans leur rôle territorial, ce qui est quand même ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, notre rôle, c'est de pouvoir leur apporter des clés de lecture sur les dynamiques de marché immobilier, de se positionner sur la bonne cible, c'est-à-dire le bon prix et le bon produit. Et on est aussi facilitateur de partenariats entre les collectivités et les opérateurs sur le champ de la programmation immobilière, évidemment, mais aussi, comme le disait Olivier Carillo à l'instant, sur la définition des stratégies de peuplement dans le parc social qui relève aujourd'hui de la compétence des intercommunalités. Alors, Jean-Denis Mège, l'accession à la propriété, ça fait partie de cette stratégie pour vous. J'imagine qu'il y a un objectif bien précis, évidemment, au niveau de répondre à des problématiques de logement. L'accession à la propriété, les gens accèdent à la propriété, mais ils vont dans les villages, autour des villes-centres. Donc il faut qu'on arrive à créer dans les villes-centres un habitat qui concurrence la maison dans le village. Et donc il faut qu'on atteigne un standing. Il faut qu'on offre aussi la possibilité à ces logements collectifs d'avoir de l'espace extérieur, d'avoir l'équivalent des fonctionnalités d'une maison, mais dans la ville-centre. Et pour atteindre ces niveaux qualitatifs, il faut qu'on sorte du 2006 le mètre, sur des marchés qui sont à 2000 € le mètre. Et là, le BRS peut être une approche originale. Une approche originale pour pouvoir amener ces niveaux qualitatifs dans ces villes, qui vont plus requalifier ces villes. On n'aura pas d'opérateur de promotion, et c'est là que l'OPH prend toute sa dimension d'aménagement du territoire. Et on répond toujours à une demande du département. Par rapport à ça, la question c'est quel est le potentiel de clients? Quels sont leurs profils? Et comme on est sur quelque chose d'extrêmement innovant, il faut aussi quelqu'un qui a une connaissance du logement social, de ses dynamiques. On ne peut pas demander une étude de marché comme ça, comme si on était un promoteur lambda. Et c'est là où on a Mercat qui nous accompagne pour nous aider à bien dimensionner cette offre
Voilà. Et à comprendre aussi l'environnement que l'on peut offrir effectivement aux personnes, parce qu'il n'y a pas que le logement, il y a aussi tout l'environnement qu'il y a autour. Et on va s'y intéresser dans la séquence suivante, puisqu'on va parler des centres-villes dégradés. Merci Emmanuelle Durand. Je rappelle que vous êtes directrice d'études responsable filiale Mercat dans le groupe Citadia. Et puis merci à vous Jean-Denis Mège, directeur général de l'Opale 02. Et donc on passe à la séquence suivante. On va parler des centres-villes dégradés. Des logements vides, une dégradation du cadre de vie, et pourtant vivre en centre-ville ne devrait présenter que des avantages. Accès direct au transport, au commerce, à la culture. Alors comment leur redonner vie? Comment leur rendre leur attractivité? Nous allons nous intéresser à la rénovation des cœurs de ville dégradés avec toujours Romain Lucaso, directeur général du groupe 7, mais aussi Marie-Odile Farino. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au développement économique et attractivité, directrice des opérations au groupe 7, et également avec nous Martine Fabre. Bonjour Martine. Bonjour. Vous êtes consultante développement du territoire, aménagement et économie au groupe 7. Romain Lucaso, comment le groupe 7 se positionne-t-il justement sur ces questions de centre-ville dégradés? Alors, la 7 est très active en conseil auprès de nombreuses villes, soit à travers les programmes Action Cœur de Ville, Petites Villes, à travers Petites Villes de demain et quartier politique de la ville. Et évidemment, on mesure tous les jours l'articulation, l'interdépendance entre les problématiques de l'habitat dans ces territoires et les enjeux de redynamisation des centres-villes. Les deux vont ensemble, comme le précédent intervenant l'a bien souligné. Et donc, en traitant la question du logement de façon complètement liée aux autres dimensions de la centralité, que sont le commerce, les espaces publics, les équipements, les services, les nouvelles mobilités, etc., du coup, c'est gagnant-gagnant parce qu'effectivement, on est capable d'accompagner des collectivités pour redynamiser de façon concrète leur centre-ville. Il y a une autre dimension importante, c'est tout le sujet de la facilitation de l'aide à la décision aux collectivités à travers effectivement l'apport d'expertise, de benchmark, de capacité de programmation, de sécurisation financière, juridique, opérationnelle. Et par ailleurs, on accompagne les chefs de projet des collectivités pour les aider à définir leurs enjeux sur les problématiques de logement et d'habitat. C'est vrai que vous accompagnez les acteurs justement des collectivités pour redonner vie à ces centres-villes. Marie-Odile, quels sont les enjeux pour les communes et surtout comment effectivement redonner vie à ces centres-villes? Alors les enjeux, ils sont très nombreux. Effectivement, on accompagne un peu plus de 120, presque 150 collectivités, petites villes et villes moyennes. Concrètement, un des premiers enjeux, c'est maintenir les habitants. Maintenir les habitants dans les centres-villes, en attirer d'autres si c'est possible, mais déjà maintenir les habitants, maintenir les services, les équipements également, tenir la trame urbaine, requalifier aussi les espaces publics, redonner de l'attractivité au centre-ville, réutiliser les rez-de-chaussée, faire en sorte que effectivement, le centre-ville vive à toutes les heures quasiment de la journée. En même temps, c'est aussi un objectif d'être agile, de s'occuper aussi des questions de rénovation du bâti. Et à la fois, bien sûr, par rapport aux enjeux aujourd'hui climatiques de sobriété, mais également pour redonner une capacité financière à des ménages qui sont, en général, en tout cas dans les centres-villes, parmi les plus démunis. On parle souvent de parc social de fait, y compris dans les centres-villes. Et ce qui est compliqué, c'est qu'en même temps, ça c'est vraiment porté, on le voit nous aujourd'hui dans nos missions, beaucoup par les élus locaux, etc. Et en même temps, on a toujours cette attractivité, en tout cas, ou cette attraction de la maison individuelle, du bout de jardin, de l'extérieur, qui fait que même avec la pression foncière, même avec la sobriété foncière, on a des projets de densification dans des zones périurbaines qui vont devoir être mis au regard également de ce qui peut se passer en centre-ville. De ce fait, on voit bien qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a des actions très fortes, des actions et des dispositifs qui existent depuis des dizaines d'années, notamment on pense aux OPA RU, etc. On voit de plus en plus la nécessité de penser global, ce que disait également Romain Lucaso tout à l'heure, de traiter à la fois bien sûr du logement, de l'habitat dans sa globalité, des commerces, des espaces publics, de la mobilité,
Et donc on revient aussi à des opérations intégrées, des concessions d'aménagement de centre-ville, pourquoi pas, avec bien sûr qui vont nécessiter un portage important par les collectivités, et puis ce qu'on a appelé, ou ce qu'on appelle un peu dans notre jargon, un peu des opérations un peu coup de poing, se dire qu'on ne peut pas tout traiter non plus, mais par contre qu'il y a des espaces vraiment stratégiques et sur lesquels il faut peut-être aller effectivement jusqu'à la démolition-reconstruction, et pour ça, notamment dans ces territoires qui sont parfois très détendus, on a la chance d'avoir aussi l'adossement à des bailleurs, à des opérateurs qui vont pouvoir effectivement engager ce type d'opération, là où le pur privé, en tout cas la promotion privée, n'ira pas de fait. Alors du coup, réhabiliter du bâti très ancien, redonner envie aux gens de revenir vivre en centre-ville, peut-être amener du commerce, amener de l'activité économique. C'est quoi? C'est trouver les bons partenaires, comme vous venez de l'évoquer. Quoi d'autre comme ingrédient, on va dire, secret pour redonner vie à ces centres-villes? D'abord, si on avait un ingrédient secret, on serait très très riche. Et voilà, parce que comme vous le dites, c'est pas des sujets qui intéressent le privé. Du coup, on se poserait pas forcément. Alors, c'est des sujets qui peuvent intéresser le privé à partir du moment où ils sont mis en sécurisation. C'est-à-dire que là, et c'est là aussi, je dirais, toute la force à la fois du partenariat public-privé, c'est également de se dire que on peut monter à la fois des structures ad hoc, avoir des partenariats, de la copromotion, y compris entre un opérateur privé et un opérateur public. Voilà, en tout cas, il n'y a pas non plus une recette miracle. On le voit, nous, dans les opérations. C'est surtout, comme on l'a déjà dit, il faut s'adapter à chaque territoire. Il faut s'adapter à chaque territoire. Il y a des territoires où ça va avoir un intérêt, effectivement, d'avoir ces opérations un peu globales de concession d'aménagement qu'on maîtrise bien. Peut-être aussi de mettre davantage de choses dans une concession d'aménagement, y compris des opérations, je dirais, de construction, mais y compris la gestion et l'animation d'un centre-ville. Il y a des endroits où on va fonctionner différemment. On va s'appuyer aussi sur des offices fonciers solidaires, sur des établissements publics fonciers pour aller racheter et porter du foncier, sur des filiales d'EPL qui vont pouvoir là aussi faire du portage et de la rénovation dans le long terme. Et bien sûr sur les bailleurs, etc. Donc on a cette capacité, il faut vraiment avoir cette ingénierie qui va rassembler autour de la table tous les ingrédients, je dirais, pour pouvoir trouver effectivement des solutions. Il faut du temps aussi. On a la question aussi du temps. En même temps, un élu, et c'est normal, et un habitant, il a besoin de voir rapidement que ça change. Donc il faut aussi des actions, je dirais, assez simples de court terme sur lesquelles il va y avoir effectivement un impact rapidement. Mais en même temps, on est quand même sur des temps longs avec un enjeu qui est de se dire l'argent qu'on met aujourd'hui collectivement, comment on s'assure que dans 5 ans, dans 10 ans, on ne soit pas obligé de recommencer. Voilà, c'est quand même ça aussi l'objectif. Le plus important, évidemment. Martine, en tant que consultante, expliquez-nous votre rôle concrètement auprès des collectivités. Alors, le rôle d'un consultant à la 7 ou dans le groupe 7, c'est d'abord d'être un élément pivot et un élément sur l'anticipation. Il faut pouvoir permettre au personnel politique et à l'ensemble des équipes au sein d'une commune ou au sein d'une structure intercommunale de retrouver une dynamique, d'anticiper les actions à mener, de les challenger sur des décisions à prendre et puis leur donner les moyens. Leur donner les moyens des objectifs de la faisabilité et d'identifier avec eux les bonnes devant façons de le faire. micro, Martine, parce que sinon c'est dommage, on vous entend pas bien. Ok. Donc je disais qu'on était bien dans une anticipation et qu'il fallait déterminer les éléments de la faisabilité pour pouvoir consolider la mise en œuvre du projet et lui donner un calendrier, des perspectives et des enveloppes financières. Du concret, effectivement, comme on l'expliquait avec Marie-Odile. Alors peut-être 2 exemples concrets, parce que voilà, quand on parle du terrain, on comprend mieux souvent. Est-ce qu'il y a deux projets que vous pouvez nous évoquer ?
Le projet sur lequel vous avez dû échanger avec... Oui, alors là, on va y venir effectivement avec Alicia Zaccaria, mais est-ce qu'il y a un autre projet qui vous vient en tête éventuellement ? Alors actuellement, l'ACET accompagne plusieurs petites villes de demain et dans ces territoires où les EPCI et les communes doivent s'entendre sur la stratégie à mettre en œuvre pour rentrer dans une dynamique de convention d'opération de restructuration du territoire, il s'agit pour nous, en tant qu'assistante à management de projet, de redonner les moyens de la décision entre les différentes gouvernances, de pouvoir animer l'ensemble des partenaires et pas uniquement des partenaires financiers. On dit souvent qu'il faut réunir les forces vives pour pouvoir avancer. Et puis par ailleurs, lorsque l'on a des entrées sur les écussons de centres anciens, il nous faut aussi s'intéresser aux propriétaires privés. Ils sont des décideurs forts parce que c'est leur patrimoine, mais par contre, leur immobilisme ou leur incapacité à pouvoir faire évoluer leur patrimoine est un de nos enjeux de remettre en dynamique les centres anciens dans la politique de restructuration, aussi bien pour retrouver des rez-de-chaussée actifs comme Marie-Odile l'évoquait, et aussi bien refaire du logement avec des aménités comme le... Alors, on a un petit Larsen, voilà, c'est bon. Ça va, désolée. Martine, oui. ça va les oreilles? Ça va aller. Et de retrouver donc des aménités pour pouvoir concurrencer le logement, la maison en pavillon en extérieur et revenir sur du logement qualitatif avec des aménités comme les attendent demain les futurs propriétaires et les futurs habitants dans nos petites villes. Bah oui, on a envie d'être bien chez soi et bien dans son quartier évidemment, et puis c'est un travail collectif comme vous l'avez dit. On va s'intéresser effectivement à un projet bien particulier de rénovation de centre-ville. Alors on repart dans l'Aisne, à mi-chemin entre Paris et Reims, où Alicia Zaccaria, responsable opération à la CEDA, revient sur la rénovation du centre-ville de Château-Thierry. Château-Thierry, donc la ville de Château, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2014, ils ont lancé une étude urbaine parce que il y avait un constat qui était qu'il y avait une baisse de la population depuis une trentaine d'années. Mais à ce moment-là, ils commençaient à voir que la ville pouvait commencer à attirer de nouvelles personnes parce que Château-Thierry, il faut savoir que c'est à 1 heure de Paris en train. Mais en parallèle de ça, il y avait un vrai problème au niveau de la vacance de logement puisqu'il y a 20% du parc de l'hypercentre qui était vide. Il y avait la question de la dynamique commerciale qui était en plein essoufflement, avec une rue piétonne qui était fortement désertée, une perte de dynamique globale, et des espaces publics qui eux aussi étaient fortement dégradés. Donc voilà, on avait le package complet pour que tout ça ne se relance pas. Donc la ville s'est dit en 2014, on va faire une étude urbaine, on va regarder ce qui va pas. Ils ont demandé à un cabinet Urba qui a aussi un gros volet sur l'habitat dégradé de faire une étude urbaine qui a permis de lancer après une concession d'aménagement. Le résultat, c'est une rue piétonne qui a été très largement redynamisée puisque les cellules commerciales ont été relouées. Ça, c'est un travail qu'a fait la CEDA parce qu'en fait, donc nous, la CEDA, on a une concession d'aménagement sur 10 ans sur la ville de Château. Donc, on a été nommé en 2016 jusqu'en 2026. On a effectivement implanté, nous, la CEDA, dans le cadre de la concession, une boutique éphémère qui a permis de faire venir des gens sur 1 à 3 mois et de les faire rester. Château-Thierry, c'est aussi la question des logements. C'est tout un volet logement avec la mise en place de dispositifs pour laquelle la CET nous a accompagnés, justement, sur tous ces volets-là. Donc nous, on est maître d'ouvrage. C'est pas un mandat, c'est nous qui sommes maîtres d'ouvrage de l'opération. Donc on est accompagnés par des cabinets. Donc on a des cabinets spécialisés dans certains domaines. Nous, on a fait le choix d'avoir un accompagnement opérationnel, juridique et foncier de la CET. C'était Alicia Zaccaria, responsable opération à la CEDA. Alors, elle vend bien le centre-ville de Château-Thierry en référence 1 heure de Paris. Est-ce que vous pensez que la crise Covid peut aider justement à cette attraction pour les centres-villes, des villes un peu petites villes de demain ou villes moyennes ? Retour d'expérience sur les territoires où nous sommes missionnés, un certain nombre de maires et de présidents de PCI ont vu une progression de demande d'achat de logements ou d'immeubles. Après, la capacité des communes à les accueillir, ils sont satisfaits de revoir une nouvelle population, d'avoir souvent des enfants dans les écoles, d'avoir aussi des gens qui viennent animer dans les associations, parce que dans ces territoires, le modèle associatif est très riche et très constructif. Et leur sujet, c'est de pouvoir
non seulement bien les intégrer, mais de pouvoir les conserver. Et pour les conserver, il faut aussi encore leur permettre d'améliorer leur qualité du logement. Évidemment. Oui, Marie-Odile. Alors, tout à fait. Je dirais juste avec le petit bémol, qui est de dire comment on maintient aussi ce mouvement, le mouvement démographique, comment on maintient aussi la population locale en place et comment on ne tombe pas dans la gentrification. Un peu, je dirais, avec l'image d'Épinal, de la petite ville retrouvée. Voilà, donc c'est aussi des enjeux d'équilibre démographique, d'équilibre de population. Vous parliez de durée, finalement, c'est ça aussi, c'est la question, c'est que ça dure. C'est à la fois que ça dure et à la fois qu'on le fasse sans bousculer complètement, je dirais, les équilibres sociaux, etc. Je disais tout à l'heure, dans les centres-villes, on a quand même une grande part de population qui font partie des populations les moins riches, en tout cas, et sur les classes sociales les plus basses. Voilà, et donc comment aussi on leur garde une place en centre-ville et on ne tombe pas dans un phénomène qu'on connaît très bien dans le milieu très urbain et dans les villes, ce qu'on appelle la gentrification. Merci Marie-Odile Farino, merci Martine Fabre. Vous écoutez Banque des Territoires, la radio, l'émission dédiée au groupe 7. Aujourd'hui, dernière séquence de notre émission, nous allons parler du modèle économique des bailleurs. Romain Lucaso, directeur général du groupe 7, toujours avec nous. Alors, nous sommes toujours en direct du congrès USH et toujours donc en compagnie de Romain Lucaso. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est dit, Romain. Durant cette émission, on a évoqué la question de l'aménagement, de la diversification du métier de bailleur, mais également la rénovation des centres-villes dégradés à l'instant. Quels enjeux actuels pour les bailleurs sociaux et vers quel modèle économique vont-ils ? Les bailleurs sociaux, ils sont confrontés à un effet ciseau, c'est-à-dire qu'ils sont dans un contexte économique qui est compliqué. Il est compliqué sur une perspective de moyen terme parce qu'effectivement leur capacité à équilibrer les opérations progressivement devenue plus compliquée que par le passé et ils sont confrontés à une situation compliquée à court terme parce que les tendances économiques pour 2023 sont pas forcément bonnes, notamment en lien avec l'inflation. Et dans ce cadre-là, en fait, pour autant, il faut continuer, voire il faut amplifier leur positionnement comme apporteur de solutions aux grands enjeux de transformation, aux grands enjeux territoriaux. On a parlé du vieillissement, l'adaptation aux nouveaux usages du travail, les enjeux de paupérisation, etc. Première chose. Et puis, il faut continuer à s'adapter aux évolutions réglementaires. La RLS, l'effet est passé, la RE 2020, etc., etc. Et donc, ça implique de bosser à réinventer les modèles. Là-dedans, il y a des enjeux vraiment de performance opérationnelle, d'une part. Alors ça, c'est comment on fait groupe, comment on utilise des activités, comment on gagne en performance opérationnelle en jouant sur le rapprochement entre acteurs et sur la constitution d'acteurs à taille critique. C'est un premier levier. Donc nous, on accompagne effectivement les acteurs là-dessus. Ensuite, on l'a vu, on en a beaucoup parlé, il y a les enjeux de diversification qui permettent d'aller chercher des activités qui sont des activités complémentaires, qui sont au service effectivement et inscrites dans des écosystèmes territoriaux, qui permettent effectivement d'aller vers des modèles économiques plus équilibrés, tout en, et ça c'est important, tout en améliorant l'image, tout en allant vers des activités sur lesquelles il y a des dimensions d'innovation et qui permettent effectivement de remotiver, de challenger les équipes, de se créer des nouveaux défis et puis de constituer là aussi une nouvelle dynamique interne, ce qui est important. Et donc c'est cette transformation des bailleurs sociaux, elle s'inscrit dans un contexte qui est un contexte de transformation des territoires eux-mêmes. Alors, transformation, diversification, comment le groupe 7 se positionne-t-il justement aux côtés des bailleurs sociaux ? Est-ce qu'on peut revenir concrètement sur les expertises que vous pouvez leur proposer ? Alors, de manière très concrète, nous on accompagne, et c'est vraiment notre ADN depuis 1955, on accompagne les acteurs territoriaux quels qu'ils soient, et notamment les bailleurs sociaux, avec une capacité à déployer des expertises très opérationnelles et 360 degrés. Donc, c'est toute la chaîne effectivement du besoin, ça va de la réflexion stratégique, on en a parlé avec Mercat sur les stratégies habitat, c'est tout ce qui tourne autour des modèles juridiques et financiers qui est un de nos cœurs de métier, c'est le conseil sur l'aménagement
et l'apport d'expertise en aménagement très opérationnel, c'est la relation avec la collectivité locale et la réinvention de la relation avec la collectivité locale, c'est la programmation architecturale, c'est une de nos activités historiques sur lesquelles on est très fort aussi. Voilà, et donc c'est vraiment la capacité à accompagner un acteur territorial du très stratégique au très très opérationnel et à s'assurer ou à l'assurer du fait que le projet va sortir, qui va se cranter dans le paysage et qui va sortir en ligne avec le besoin du territoire. Un message peut-être pour terminer, Romain Lucaso, aux bailleurs sociaux qui sont présents aujourd'hui au congrès USH. L'ACET est un acteur de l'écosystème de l'habitat depuis sa création. Pour l'anecdote, elle a été créée en 1955. C'est une période où il y avait une crise du logement qui était une vraie grosse crise. Il y avait encore des Français qui vivaient dans des bidonvilles et on s'attendait à avoir un rapatriement massif de Français vivant en Algérie. Elle a été créée pour accélérer la construction de logements. Voilà, donc on est toujours dans ces questions d'accélération de la construction de logements. Il y a un objectif de 96 000... Même pendant les périodes difficiles, finalement. Ouais, exactement. Donc cet accompagnement des acteurs de l'habitat, il s'est profondément renouvelé. L'ACET s'est transformé en cabinet de conseil, mais ça reste vraiment une vocation essentielle à travers tous nos prismes d'intervention. On a aussi parlé des petites villes de demain, des actions cœur de ville, des quartiers politiques de la ville, effectivement, de mettre ces enjeux d'habitat qui sont essentiels à la construction des territoires, à la mixité sociale, à la transformation des territoires, à la stabilisation des populations. Mes collègues en ont parlé tout à l'heure, dans l'ensemble de nos actions. Merci Romain Lucaso, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission Banque des Territoires, la radio dédiée au groupe 7. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent et qui sont présents au congrès USH qu'il y a une borne interactive sur le stand de la Banque des Territoires où vous pouvez justement retrouver toute la documentation liée au groupe 7 et ses filiales. Donc voilà, et vous pouvez télécharger, vous envoyer toute cette documentation. C'est très simple et facile d'utilisation. Et voilà, donc c'est donc la fin de cette émission, de cette première émission Banque des Territoires, la radio. Nous revenons demain, ce sera à 15h pour une émission dédiée à la Banque des Territoires. Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts, et Olivier Sichel, directeur général de la Banque des Territoires, seront présents dans notre studio. Également à leur côté, Costa Castrinidis, directeur des prêts à la Banque des Territoires, qui viendra notamment s'exprimer sur la transition énergétique, sur l'innovation data au service du logement social. Seront également avec nous demain l'équipe de Tonus Territoire et Sport dans la ville, et toujours, bien sûr, des reportages en région, des témoignages, et Alexandre Vibard que nous retrouverons aussi en direct des allées du salon du congrès. Alexandre, d'ailleurs, on vous retrouve où demain ? Un petit peu partout, et j'avoue que j'ai un faible pour cette capitale des Gaules qui met particulièrement en valeur ce qui se mange aujourd'hui et sur ce salon. J'ai repéré pas mal de coins restaurants qu'on ne trouve pas sur tous les congrès quand même, et puis il y a de beaux buffets. On ne vient pas pour ça, mais c'est pas anodin ce que je dis, puisque c'est de la convivialité, et les acteurs du logement social qui se retrouvent aujourd'hui, ils se retrouvent aussi pour discuter, aussi pour échanger, et c'est très important d'avoir ces moments de convivialité. Demain, moi en fait, je vais évoquer avec vous, Marie-Hélène, et avec différents interlocuteurs, l'innovation qui est très importante dans le logement social. On parlera notamment d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les parkings de logements sociaux. C'est important parce que le développement d'électrique, ça doit être pour tout le monde aussi. Et on évoquera aussi notamment les parkings non utilisés qui pourront être reloués. Voilà, plein de jolies thématiques à voir avec vous, avec la Radio Banque des Territoires demain. Allez, on se quitte sur un jeu de mots. On reste branché, Alexandre. D'accord. On vous dit à demain, 15h, pour la nouvelle émission Banque des Territoires, la radio. Bonne fin de journée à tous. Banque des Territoires, la radio au congrès USH.